Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que je ne vous ai pas manqué pendant ces jours où je n'ai plus tourné de vidéos. J'ai décidé d'être plus light un petit peu au niveau des vidéos et des jours de semaine aussi. Mais ça m'empêche pas d'en sortir une quand j'ai l'occasion. Mais bon. Vous savez dans quoi on va s'attaquer? On va s'attaquer vers la TNA. Donc le pay-per-view de la TNA qui s'est déroulé hier, mais que la vidéo est sortie aujourd'hui pour moi regarder. Il s'agit de TNA Slammiversary 2024 qui s'est déroulé à Montréal, Québec, au Canada. Donc voilà le show auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va s'attaquer au pré-show. C'est un peu la base. Le pré-show même de la TNA s'appelle le Countdown. Finalement, ils ont une fascination pour le Countdown. Il n'y a que 4 matchs du pré-show et 8 dans la carte principale. Donc au final, ça fait 12 matchs à citer. Donc ça vous laisse une idée en tête. Donc voilà, on commence directement. Le premier, c'est un match à 4 féminin. Tasha Steelz contre Fabi Apache ou Apache contre Giselle Shaw et Xia Brookside. Alors, un bon match à 4 féminin, sans plus, sans rien. Et qui remporte le match, eh ben, c'est Tasha Steelz qui bat ses 3 adversaires du moment. Voilà, je dis ça sans trop rentrer dans les détails, si ce n'est que c'est elle la vainqueuse du match. Le deuxième match, eh ben, il s'agit de Kushida contre Rich Swann. Alors, normalement, ce match-là devait être Kushida contre Jonathan Gresham, mais a été retiré du programme. Je sais pas s'il s'est fait suspendre ou alors il était blessé. Je n'ai pas de news par rapport à ça. Peut-être que oui, s'était fait peut-être blessé, mais j'ai peut-être oublié. Faut dire, la news date depuis quelques jours et auquel j'ai complètement oublié. Donc, normalement, ça devait être lui qui devait affronter Kushida, mais ça a été changé à la dernière minute et c'est finalement Rich Swann qui décide d'affronter Kushida. Donc, la direction a décidé que ce soit Kushida qui affronte Rich Swann, ou alors Rich Swann qui doit affronter Kushida. Vous avez compris dans les deux sens. Et pendant son entrée à Kushida, il y a un genre d'hommage à Akushi. Vu comment il s'était, on va dire, dessiné les lettres en kanji sur sa peau. Donc c'est un bel hommage à Akushi. Et du fait que ça lui porte préjudice à Kushida, qui a quand même pas mal dominé le match, même Rich Swann aussi, faut pas déconner. Vu comment Rich Swann aussi s'est bien encaissé comme il s'est donné les coups et il s'est enchaîné. Mais à la fin, ça va se clôturer avec Kushida qui lui porte sa fameuse Kimura qui fait abandonner Rich Swann. Donc c'est victoire de Kushida. Donc voilà tout. Le troisième match, c'est un match féminin par équipe des Knockout de la TNA. Donc The System ou The Malisha, si on peut appeler ça comme ça, Alicia Edwards et Masha Slamovich contre The Spitfire, Dani Luna et Judy Trett. Match par équipe assez basique, même du côté des femmes, c'est assez basique. Beaucoup de travail à deux, avec travail plus que sérieux. Un petit peu quand même, faut pas que je leur jette trop des fleurs à ce sujet-là. Mais voilà, mais aussi même des côtés des Spitfire, il y a eu aussi du bon côté des choses. Il n'y a pas eu de mauvais côté dans la façon de faire, heureusement. Mais à la fin, c'est avec l'opportunisme que The Malisha, donc The System Malisha, remporte le match en faisant un double tombé à deux. Et c'est toujours l'équipe des championnes qui conserve leur ceinture. Voilà donc. Ensuite, on a un segment avec Santino Marella qui fait une promo et qui la parle en français, vu comment le public québécois parle français et un petit peu anglais.
en disant que il parle aussi un peu de son vécu au Canada, parce qu'il faut savoir c'est que Santino Marella, c'est pas un vrai Italien qui vient d'Italie. Alors peut-être qu'il a des origines italiennes, je dis bien peut-être, mais il est plus canadien que italien. On dirait pas comme ça, mais c'est exactement vrai. Tout ce que je sais, ben, il va parler aussi que ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il avait étudié à l'université de Montréal. Et du coup, ben, il se rappelle que des bons souvenirs passés dans ce pays et que il aime beaucoup le public canadien et québécois aussi. Donc pour ça, il nous souhaite ben, à tous ben, une bonne soirée et que des bons matchs, que du bonheur. Voilà ce qu'il nous souhaite, tout en accueillant les participants, donc Eric Young et Alexander Hammerstone, ou Alex Hammerstone, ou tout court Hammerstone. Alors, j'ai pas trouvé la photo. J'ai pas trouvé la photo de l'affrontement. Vous voyez, les images que je vous poste depuis tout à l'heure, c'est bah, des images de qui affronte qui. Et du coup, bah, il n'y avait pas cette image-là, à mon avis. Ça a été mis à la dernière minute. Et du coup, ben, il n'y a pas d'affiche officielle. Mais sinon, entre Eric Young et Hammerstone, c'était ouais, c'était vraiment pas mal. Il n'y a pas à dire, c'était pas mauvais. Donc je trouve ça excellent entre les deux catcheurs. Et en fin de compte, peut-être que j'ai cru que ce serait Hammerstone qui battrait Eric Young. Finalement, je me suis trompé, car c'est Eric Young qui va réussir à faire tourner en bourrique Hammerstone et de le surprendre avec un roll-up de manière surprenante pour la victoire. Donc voilà, victoire de Eric Young. Et voilà comment se termine le match du pré-show Countdown. Vu comment j'ai quand même vu les matchs, un tout petit peu les matchs du pré-show, j'ai pas voulu trop m'attarder sur ceux qui valaient pas la peine d'être cités comme déroulement du match, à part des petits détails comme ci, comme ça, quoi. Mais bon, maintenant je passe à la carte principale. Et dans la carte principale, ben, c'est encore un match simple entre The Broken Matardi contre JDC. Alors, qui est-ce JDC? Si vous avez déjà vu à la WWE, vous savez qu'il s'agit normalement de Fandango. Logique. Si vous avez grandi dans les années 2010, ou alors si vous avez suivi le catch pendant cette période, eh ben c'est Fandango. Ouais, faut dire, il a eu de nombreux surnoms, hein. Johnny Curtis, Fandango, et à la TNA c'est Dirty Dango. Et maintenant, ben, JDC pour Johnny Dango Curtis. Donc voilà comment la signification du JDC. Euh, bon petit match mais sans plus. Tout ce que je sais c'est que JDC, il avait rejoint The System et que suite bah, à ce rejoignement, le système avait entre autres tabassé voire blessé Jeff Hardy. Et du coup, ben, ça force Matardi à aller seul en solitaire affronter le système, alors qu'il sait bien qu'il peut pas bah, tout faire tout seul. Mais il décide de s'occuper du cas de JDC, donc Johnny Dango Curtis, auquel bah, ça va exactement le cas. Il y a eu des offenses par-ci par-là, voilà, patati patata. Et bah, surtout, bah, ce sera Matardi qui va clôturer le match avec, si je ne me trompe pas, 3 ou alors 2 Twist of Fate. Donc pour venir à bout de JDC. Donc pour ça, c'est victoire de Matardi. Encore passons à la suite. Et c'est encore un match par équipe pour les titres du monde par équipe de la TNA, bien sûr. J'ai deux fois. Entre The ABC, Ace Austin et Chris Bay. Contre The System, Eddie Edwards et Brian Myers. Accompagnés bien sûr par Alicia Edwards, qui a combattu plus tôt dans la soirée. Peut-être que j'ai oublié aussi qu'au début du show, ils avaient cité ligne nationale canadien en Québec, en québécois, pardon. Euh, ouais, j'ai cité comme ça, alors que j'aurais pu citer au début du show, mais ça m'est complètement sorti de la tête, vu comment je dois faire plus vite et tout d'un coup. Auquel, ben, le match entre The System et ABC, pas mauvais, mais le plus lourd du main event, je pense que c'est à la fin du show, hein. Le main event, c'est peut-être sûrement le meilleur.
Je dis ça, je dis rien, mais bon. Pas mal d'offense, pas mal de travail à deux au niveau des deux équipes, que ce soit de côté face ou heal. Que des bonnes échanges, que des bonnes prises, des bonnes idées aussi qu'il y a eu dans le match. Bon, après, c'est aussi simple que ça, hein. On dirait qu'il nous prouve que catch en équipe, ça peut être simple, malgré qu'on peut être un peu essoufflé, voire fatigué par certains moments. Bon, sinon, voilà leur petit point de vue auquel je vois. Et pourtant, The System n'avait pas prévu la perte des titres, par équipe en tout cas. Vu comment c'est ABC qui en viennent à bout de ce système et qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Donc pour ça, c'est victoire de ABC. Et ça sent un tout petit peu mauvais pour ce système, hein, je vais pas vous mentir, alors que les femmes du pré-show s'en étaient très bien sorties. Ça commence un tout petit peu mal pour le tout début du show, entre guillemets. Enfin, de la mid-card, on va dire ça. Comme si c'était au début, même si c'est pas du tout au début du tout. Ensuite, match numéro 7, Mike Santana contre Jake Something. Alors, Jake Something, au début, je le trouvais un catcheur simple, assez banal. Il a peut-être un bon physique, mais on en a vu mieux. Peut-être que je m'étais un peu trop le sous-estimé, vu comme en plein match, il nous a sorti un top rep suicida, enfin top fait suicida. Malgré son gabarit si imposant, il a sorti une ou deux magnifiques prises. Et alors que Mike Santana, ben, on sait que c'est une vraie tête brûlée dans sa manière de combattre, que ce soit en agissement par rapport à sa voltige. Mais et pourtant c'est lui qui en vient à bout de Jake Something. Donc c'est lui qui bat Jake Something, victoire de Santana. Et ça poursuit encore, encore et encore. Alors, là, bah, c'est encore un match par équipe, mais à 6 personnes, entre les Rascals, ou MSK en même temps, Trey Miguel, Zachary Wantz et Wesley. Donc, Wesley s'associe avec deux catcheurs de la TNA, hormis Zachary Wantz, auquel lui, il a déjà été à la NXT, mais qui s'est fait virer par rapport, parce qu'il a fait un signe nazi, si on peut dire ça. Même si je devrais même pas utiliser ce terme-là, ou encore du mouvement MeToo Speaking Out, entre guillemets, alors que il y en a qui disent que c'est vrai, d'autres qui disent que c'est faux, mais en tout cas il s'était fait virer et il a rejoint la TNA. Et maintenant, ben, il a enfin rompu les ponts avec son conflit avec la WWE qui décide de venir pour venir en aide à son meilleur ami. Et du coup, ben, son meilleur ami a rejoint les Rascals, on peut appeler ça MSK Rascals, et qu'ils affrontent No Quarter Catch Crew, dirigé par Charlie Dempsey, Miceborn, Tavion Hates. Donc voilà. Donc on a entre autres 4 catcheurs de NXT contre 2 catcheurs de la TNA. Enfin, 2 catcheurs entre guillemets. Non, excusez-moi si je me suis mal exprimé, même si elle manque d'hydratation. Bon, entre autres, ben, on a 4 catcheurs de la NXT qui arrivent à la TNA alors que les catcheurs TNA sont déjà installés depuis un petit moment. Mais ça, c'est l'idée du partenariat avec la WWE et la TNA, auquel ben, ça va sur de bons rails. Bon, après, je trouve que la WWE devrait un peu plus faire un tout petit peu de pub pour la TNA. Parce que quand c'est un catcheur qui vient de la NXT, qui va à la TNA, pourquoi pas? Ça peut être l'idée de leur faire un tout petit peu de pub. Alors que la TNA, eux, leur fait de la pub quand c'est un catcheur TNA qui va chez eux. Donc on aimerait bien les voir un peu plus investis en le produit, même si on sait que financièrement, ils n'ont pas besoin de la TNA pour leur apporter de l'argent, ça on le sait. Mais c'est plutôt de la TNA qui ont besoin un peu de la WWE pour apporter un peu de visibilité. C'est ma façon de voir les choses, hein. Ne me reprochez pas d'un truc auquel ce serait potentiellement stupide. Mais bon. Match par équipe, 6 très bon.
Pas mal de prises au sol quand c'est du côté des heels, parce que du côté des heels de No Carter Catch Crew, c'est plus du catch pur, donc du catch basé au sol, en grappling, en prise à gogo, alors que du côté des Rascals, c'est plus niveau voltige, hein. Et pourtant, spoiler, niveau voltige, c'est les voltigeurs qui battent les catcheurs purs. Donc ne me demandez pas pourquoi, il faut juste le voir pour comprendre, mais c'est finalement les Rascals qui bat No Carter Catch. Donc voilà, j'ai pas envie trop m'attarder dessus, si ce n'est que c'est victoire de The Rascals, MSK si on peut aussi appeler ça aussi. Mais bon, on poursuit. The PCO, Pierre-Carl Wallet contre AJ Francis, accompagné par Rich One, Smoke DZA et Josh Bishop. Alors, AJ Francis, c'est vrai que c'est un peu une honte d'appeler AJ alors qu'on sait que le AJ Styles ou AJ Lee sont un peu plus prestigieux que lui. Enfin, au niveau du nom, mais après, chacun ses goûts, hein. Auquel, lui, il arrive avec le titre Digital Media de la TNA et champion du monde poids lourd international du Canada. Ouais, parce qu'il avait une autre ceinture qui vient du Canada, mais qui ne vient pas de la TNA, malheureusement. Alors que là, il apparaît dans le show de la TNA, auquel il fait une promo au début, il propose la hit, voilà, il se met complètement en avant. C'est du basique. Et bien sûr, ce match-là aussi, c'est un match Montréal Street Fight. Donc un combat de rue de Montréal, auquel il s'est passé plein de choses. Et quand on connaît un tout petit peu PCO, on sait qu'il est prêt pour la bagarre. Des objets en tout genre à utiliser, c'est aussi un des premiers à le faire. Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle un peu le Abyss un peu vieillissant. On peut appeler ça comme ça pour PCO. Parce qu'on sait que Abyss c'est un vrai taré mental qui adore utiliser des objets et des armes de torture. Mais PCO aussi peuvent le faire. En même temps, c'est le monstre du Frankenstein québécois. Bon, après, il s'est passé plein de choses. Jusqu'à ce qu'il y a, si je ne me trompe pas, intervention de Rhino. Parce que Rich Swann, Smoke DZ8 et Josh Briggs s'en étaient pris à PCO. Donc, du coup, il décide de sauver PCO en faisant à chacun à leur tour un passage à tabac, suivi d'un gore. Et il y avait aussi Trent Seven, mais je me demande si Trent Seven n'était pas apparu lors du match entre Mike Bailey et Mustafa Ali. Peut-être l'un des deux. Mais en tout cas, Rhino et Trent Seven étaient là, ça c'est sûr. Donc bien sûr, ça permet à PCO de faire un chokeslam sur AJ Francis et de faire un moonsault pour le compte de 3 et la victoire. Alors impressionnant de voir PCO faire un moonsault en sachant que il commence à se faire vieux et normalement à son âge c'est pas forcément raisonnable de faire ça en sachant que le corps humain peut être fragile, mais il a quand même réussi à le faire. Donc c'est un exploit pour PCO qui remporte les deux titres d'un coup et auquel il en est très fier et qui se fait rejoindre par Steph ou Stéphanie Dellander pour la célébration. Wally Walou voilà. Donc on poursuit. Match pour le titre féminin des Knockouts de la TNA. Jordynne Grace contre HB Elegance qui elle est accompagnée par le personnel concierge. Donc ouais, accompagnée par son majordome personnel, son petit serviteur, j'en passe des noms. Auquel le contexte de l'histoire, c'est que HB Elegance, elle était arrivée du côté de la NXT. Je crois que c'était du côté de Battleground, auquel elle a failli, enfin, elle a entre guillemets failli, non. Elle a coûté le match de Jordynne Grace au titre féminin d'NXT que détenait Jordynne Grace. Et du coup, elle a voulu essayer de faire pareil lors de l'événement. Quel événement? Je me rappelle. Under Siege, je pense.
auquel ben, il y avait Tatum Paxley qui était là pour la défier pour le titre, et un autre événement, mais je ne sais plus. Bref, en tout cas, elle était intervenue pour essayer de lui coûter le match, mais rien y faire. Alors que du côté d'NXT, elle a réussi son coup, mais du côté de TNA, c'était niet. Donc du coup, voilà comment les deux femmes en sont venues en main. Est-ce que Dana Brooke pourrait devenir championne féminine de la TNA? Tout est possible. Mais en fin de compte, après plus de 10 minutes, ou plus que 10 minutes, bah, Jordynne Grace a réussi quand même à en tenir l'avantage face à HB Elegance, que elle, depuis le début, ne faisait bah, que contrer, se défendre, éviter d'avoir le moindre mauvais coup, auquel bah, elle n'a pas le choix de se prendre des coups, parce que c'est ça les règles du jeu. Si on se mange pas ce coup, ben on est trop overprotégé, même si ça ne veut rien dire de concrète. Et finalement, même si HB Elegance a tout tenté pour faire tomber Jordynne Grace, c'est Jordynne Grace qui fera tomber de son piédestal HB Elegance. Avec sa prise finish, elle en vient directement à bout de elle. Donc victoire de Jordynne Grace, qu'elle conserve son titre, donc personne ne peut la détrôner en ce moment même. Ensuite, match pour le titre de la X-Division de la TNA, Speedball McBailey contre Mustafa Ali, accompagné par la campagne Singh. Donc en gros, ce sont des élections auxquelles ils sont là pour lui, pour gagner les élections en tant que président, même si on sait que c'est qu'une storyline, c'est que une gimmick de personnage. Donc il a bah, ces personnes de propagande qui sont là pour lui, pour s'assurer auquel il doit rester toujours champion de la X-Division. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Euh, Ouais, peut-être que c'était Trent Seven qui a dû s'occuper des personnes, mais ah là là, pourtant je l'ai vu tout à l'heure, hein, je l'ai vu tout à l'heure assez récemment, mais ça me sort par la tête, putain. Je m'en excuse, hein, mais tout ce que je sais, le match était bien, vraiment bien. Au moment où ça arrive avec un ref bump, donc l'arbitre est KO, on s'acharne sur lui, Mustafa Ali prend une chaise pour attaquer Mike Bailey et l'insulter devant ses compatriotes canadiens, un peu comme l'a fait AJ Francis envers PCO. Parce qu'il faut savoir, c'est que PCO et Mike Bailey sont tous les deux Canadiens du Québec, pareil pour Santino, et j'en passe d'autres Canadiens. Donc il décide d'ajouter l'insulte à l'humiliation, et vu comment l'arbitre ne peut pas bouger, il décide d'appeler l'ancien arbitre de la WWE, ou WWF aussi à l'époque, auquel il a été, on va dire, sujet de polémique, à l'époque où l'attitude era commençait à battre des ailes, et auquel bah, tout a été retenu contre lui, et auquel on le juge responsable de arnaque de Montréal Screwjob. Vous avez peut-être compris de qui il s'agit. Il s'agit bien de Earl Hebner, l'ancien arbitre de la WWE et retraité de la TNA et des Indies, même si je me rappelle, pendant les premières années de la AEW, il avait arbitré un match et après plus rien. C'est un peu comme Maki Oda, il a fait un match après plus rien. Donc il était là sous une huée de bronca, donc c'est sûr, son retour ne fait pas l'unanimité. Et il est aussi accueilli par des chants You Screw Brett, Tarnak et Brett. Voilà, à tout vaille. Et ça permet à Mustafa Ali de faire un sharpshooter sur Mike Bailey. Et là, est-ce que Earl Hebner a le choix de faire sonner la cloche ou, de poursuivre le match sans être partial? Parce que dans le but d'un arbitre doit être impartial. Ou après, il a le choix, soit de faire sonner la cloche ou alors faire continuer le match. Finalement, c'est Mike Bailey qui décide de ne pas abandonner malgré toute et contre toute attente. Et du coup, ça met dans un état de rage Mustafa Ali qui dit au papy Hebner ouais, qu'est-ce qui te prend pourquoi tu valides pas ma victoire, espèce de bouffon? Euh,
T'as peur de faire comme tu as fait la dernière fois sans remords ni regret? Tu me fais pitié, Arlepner. C'est ce qu'il était peut-être en train de dire ça, hein. Qui sait, hein. Bon, après, ça a été retourné à son propre jeu, parce que Mike Bailey arrive en force en lui donnant des multiples coups de pied, des prises à tout genre, de tout et de coups. Donc il le roue de coups jusqu'à lui faire le sharpshooter sur Mustafa Ali, et auquel ben, Ali n'a pas le choix d'abandonner. Donc on a compris, nouveau champion X-Division, Mike Bailey, qui remporte sur les hurrahs du public canadien, et aussi, bah, il est célébré aussi par Arlepner également. Donc voilà, belle victoire de Speedball, et on passe au main event directement. Oui, déjà le main event. Alors, c'est un match à 6 à élimination pour le titre du monde de la TNA. Donc, Nick Nemeth contre Moose, contre Josh Alexander, contre Steve McLean et contre Frankie Kazarian et, pour terminer, contre Joe Hendry. Ah, Joe Hendry. Finalement, Joe Hendry, c'est quand même un des gars les plus en vue à la TNA et également du côté de la WWE, de chez NXT. Donc, je trouve que il y a une bonne dynamique, hein, entre Joe Hendry et la TNA avec la WWE. Je trouve qu'il y a une très bonne dynamique. Parce qu'au début, je disais, ouais, Joe Hendry, il s'attire les faveurs du public sur les huées. Finalement, je m'étais complètement trompé, ou alors j'étais complètement à côté de la plaque, auquel j'ai cru que c'était complètement un heel. Mais finalement, maintenant, je me rends compte pourquoi les gens aiment bien Joe Hendry. C'est pas parce qu'il est écossais, c'est pas parce que euh, il tourne le doigt à la caméra et qu'il monte sa tête à la caméra avec un sourire très accueillant, auquel on voit de l'arrogance en lui. Je croyais que c'était ça, mais finalement non. C'est parce qu'on apporte de la sympathie, et surtout, ben, depuis quelques semaines, voire peut-être un mois, je commence à écouter sa musique en boucle. I believe Joe Hendry. Ah, franchement, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Pourtant, il est court, hein, sa musique, hein, mais j'aime bien. Et pourtant, bah, il a une chance au main event pour le titre. Donc, c'est quand même un petit exploit de la part de Joe Hendry, parce que on veut y croire en Joe Hendry. Pourtant, malheureusement, ce n'est pas lui qui remporte le match. Ni Steve McLean, ni Frankie Kazarian, ni Josh Alexander. Et attention, ça va peut-être vous étonner, ni Moose. Vous avez compris qui a remporté le match entre le type de catcheur. Il s'agit de Nick Nemeth. Mais bon, tout ce que je sais, la plupart des catcheurs, oui, parce que j'ai un peu spoilé le nom du vainqueur, mais bon, vous allez comprendre dessus. Il y en a qui se sont fait éliminer. Steve McLean s'est fait éliminer. Josh Alexander aussi, Joe Hendry, et jusqu'à ce que ça reste entre Moose, enfin Moose il s'est fait aussi éliminer, jusqu'à ce que ça reste aussi entre Nick Nemeth et Kazarian, donc ils sont un peu dans le clou du spectacle du match, et auquel, ben, si l'un des deux remporte le match, ben, il sera couronné champion. Et là on se dit, ok, on y croit, un nouveau champion, ça y est, le suspense. Bon après, si vous êtes surpris ou non, faites-moi savoir, parce que moi, ça m'a surpris un peu le nom du vainqueur, surtout quand j'ai regardé les images avant de regarder le show. Donc oui, je me suis fait un peu spoiler, sans le vouloir. Mais finalement, après une rude bataille, c'est finalement Nick Nemeth qui bat ben, en dernier Kazarian avec un super kick, et qui fait le tomber sur Kazarian. Donc c'est lui le nouveau champion du monde de la TNA. Auquel, ben, faut dire, Nick Nemeth, enfin Dolph Ziggler, depuis qu'il a quitté la WWE, il commence à tout défoncer. On se rappelle, au début d'année, il a été du côté de la New Japan Pro Wrestling, auquel il a défié David Finlay pour devenir le champion IWGP Global World Heavyweight, auquel il a réussi à devenir champion. Il apparaît du côté de la TNA, auquel son retour dans le catch et aussi ses débuts à la TNA a fait de gros bruit, un énorme impact, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, il a catché au Mexique,
même à Porto Rico, au Mexique, il a été à la AAA, méga champion de la AAA. Je sais pas s'il a été en Australie, mais je sais aussi qu'il a déjà été du côté de la GCW, auquel il affrontait un certain Matt Cardona, qu'on connaît sous le nom de Zack Ryder. Bref, on va dire que 2024, il a eu une année de dingue. Nick Nemeth a eu une année complètement oufissime. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Auquel on peut être content pour lui, vu comment il est rejoint par son frère auquel il célèbre avec lui, donc Brian Nemeth, et aussi avec la championne TNA Knockout, Jordynne Grace, et d'autres catcheurs auxquels il célèbre au centre du ring. Et voilà comment ce show se conclut. Et moi, j'en ai assez trop dit sur Slammiversary 2024. Donc j'espère que ça vous aura vraiment bien plu, tout ça, auquel je tenais à dire. Bon, il y aura un autre prochain show de la TNA auquel ça va se jouer. Si je crois bien, c'est MRG, je pense, MRG, auquel ça pourrait arriver très prochainement. Et du côté de la Ring of Honor, ils vont lancer leur pay-per-view phare. C'est Death Before Dishonor qui arrivera dans quelques jours. Donc voilà. Au moins ça laisse en bouche un coin les shows à venir auxquels je vais citer. Au niveau de DVD, j'achète plus que 3 et après je pense que j'en ai terminé là-dessus. Je vais laisser peser parce que vu comment j'ai déjà plus de place, donc il faut que les vendeurs me lâchent un tout petit peu. C'est pas parce que je ne veux pas les acheter de leur côté, c'est juste que j'ai plus de place et je dois m'arrêter ici parce que j'ai pas le choix. Voilà. Donc j'espère que vous êtes satisfait un peu de ce que j'en parle du show. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude. Et moi bien sûr je conclus cette vidéo. Enfin pour de bon. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Bien sûr, comme d'habitude, s'il y a des trucs auxquels j'oublie, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Ou encore peut-être que je vais le corriger au montage. Mais bon. Bref, je disais que j'allais conclure, mais il faut que j'aille droit au but. Donc, si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, vous me connaissez déjà, auquel je clôture toujours ce fait. Je vous dis toujours bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.